C'est un industriel américain du début du siècle dernier, Henry Ford, qui n'était pas n'importe qui en 1933 expliquait que l'entreprise était là pour faire des profits parce qu'elle n'en faisait pas, elle ne survivrait pas, mais que si elle ne se contentait que de cela, elle disparaîtrait aussi parce qu'elle aurait perdu sa raison d'être. Alors vous ne serez pas surpris que cette phrase figure pratiquement dans la première page du rapport que j'ai écrit avec Nicole Notat, parce que les conclusions que j'ai pu en tirer avec elle sont totalement dans cet esprit-là. Donc au fond, la prise en considération des impacts et des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité d'entreprise est devenue depuis ce moment-là, et grâce à la loi Pacte, un élément de la définition de l'objet social de l'entreprise qui a modifié un des articles du Code civil, qui c'est le numéro 1833, qui n'avait pas changé depuis 1807. Et au fond, c'était en quelque sorte, j'allais dire, l'illustration et la cristallisation des principes que je viens de vous dire. Il ne faut pas opposer les États aux entreprises. La réalité, c'est que ce sont bien les entreprises qui sont au cœur des solutions aux problèmes posés dans les COP, notamment la dernière. Et cela, que les États le veuillent ou non, c'est bien les entreprises qui vont être les éléments de solution. Et sans les entreprises, il ne se passera rien. Et donc je crois qu'il faut éviter une opposition entre les deux. Les États sont là pour, et c'est bien leur rôle, fixer un certain nombre de directions, de visions, quand elles le peuvent, donner un cadre général, ce qui se traduit souvent par des réglementations. Très bien. C'est le rôle régalien, j'allais dire, des États. Après, c'est les entreprises qui les mettent en œuvre et il faut leur faire confiance. Parfois, quand il y a des soucis, et parfois des soucis sociaux ou politiques dans certains pays, c'est précisément parce qu'il manque cette confiance, souvent entre les institutions étatiques et les entreprises. On a connu ça dans notre pays quand même pendant pas mal de décennies. Et voyez-vous, je crois profondément que chacun a sa place, chacun se respectant, eh bien, on peut travailler ensemble, État, entreprise. Les États doivent protéger les entreprises, doivent les soutenir, leur donner tous les moyens possibles et éviter de les empêcher. Et souvent on se plaint, et à juste titre, d'un excès de réglementation. Dieu sait si dans notre pays on en souffre terriblement. Eh bien, c'est précisément parce que parfois les États ont oublié qu'il fallait faire confiance et laisser les entreprises trouver, soit par l'innovation, par leur développement propre, etc., des solutions aux problèmes qu'ils posent. Voilà comment je vois les choses. Il faut rester optimiste. Il me semble que ce que je dis là est en train de rentrer dans les esprits. Parfois, ça prend un peu de temps. Mais je pense qu'on va pouvoir bientôt espérer que ça devienne un trait commun dans nos économies occidentales. Dans le cas de Renault, je vais vous dire que c'est une période que je viens de traverser qui était tout de même assez extraordinaire, on va dire les choses comme ça. Et lorsque j'ai rejoint l'entreprise, dans cette forme de mission qui m'a été confiée, je l'ai pris un peu comme ça, le sujet n'était pas trop où on en est autour du bien commun, voyez-vous ce que je veux dire. Alors là, c'était vraiment pas un sujet à l'ordre du jour. Il y avait un incendie à éteindre. Oui, alors voilà. Alors, évidemment, la tentation, j'ai malheureusement cédé, c'était de s'occuper un peu des choses court terme. Entre les affaires du Japon, de la France et de l'Alliance et du reste, je ne vous dis pas la période que j'ai traversée. Mais bon, ce qu'il fallait, c'était ne pas tomber dans le piège définitif, c'est-à-dire ne s'occuper que de cela. Et je m'étais dit, parce que j'en avais la conviction profonde que, au fond, le redressement, c'est-à-dire moral et économique d'une entreprise, passait par autre chose que le court terme, même s'il était relativement lourd. Et donc je pense qu'à ce moment-là, malgré toutes les circonstances que je viens un peu de décrire, je trouvais important de mettre en œuvre, en tous les cas, mes convictions et ce que j'avais écrit de ces convictions, c'est doter l'entreprise d'une raison d'être. Vous allez me dire, c'est cocasse, mais elle n'en avait pas. Alors dire que Renault n'avait pas de raison d'être, c'est tout de même gênant. Et donc on a fait cela. Et voyez-vous, pendant 1 an et demi, presque 2 ans, on a fait travailler les équipes du groupe dans le monde entier, malgré les difficultés du moment, malgré la crise, malgré les problèmes, enfin bref. Et
on a trouvé pendant cette année et demie un écho extraordinaire dans les équipes sur ce travail. Ce que j'avais connu d'ailleurs autrefois chez Michelin, quand on avait mis en œuvre la raison d'être. À l'époque, j'avais mis 3 ans à la rédiger. Mais si je parle de cela, c'est que pendant cette période-là de réflexion sur la raison d'être de l'entreprise, il se génère un dialogue absolument incroyable dans l'entreprise qu'on n'imagine même pas. Souvent, on nous dit « non, mais il n'y a pas de souci, chez nous, on dialogue tout le temps ». En réalité, ce n'est pas forcément vrai. Et on se rend compte qu'à travers ces débats, qui sont parfois un peu, j'allais dire, sceptiques, les gens se demandent un peu de quoi on parle, etc., on génère de façon incroyable, d'un seul coup, une passion pour la recherche du sens autour du travail. Et la raison d'être finit par créer une forme d'engagement général et de ciment à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est pour ça qu'on en avait parlé avec Nicole Notat et c'est pour ça que c'est rentré, j'allais dire, presque dans la loi. En tous les cas, c'est un concept extraordinaire qui a posé des problèmes invraisemblables à tous les grands juristes de notre pays. Croyez-moi, j'ai passé des moments délicieux sur le plan du droit pour voir ce qu'était la raison d'être, mais c'était des moments qui valaient le coup d'être vécus, croyez-moi. Mais pour en revenir au point, c'est bien cela. À partir de la raison d'être, qui est en règle, comme vous savez, ce que j'appelle l'étoile polaire d'une entreprise, on a redonné à Renault cette espèce de « ah ben oui, au fait, mais bien sûr, mais c'est bien nous ». Alors évidemment, pesant de travail pour arriver à une phrase qui symbolise tout, qui dit que nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres, et tous les mots comptent, vous vous en doutez. Vous allez peut-être me dire 2 ans pour ça, c'est beaucoup. Croyez pas, c'était nécessaire. Et aujourd'hui, quand je vais dans les usines du groupe, même à l'étranger, je vois cette raison d'être, les gens m'en parlent, ils ne l'affichent pas nécessairement sur les murs, et surtout je leur demande de ne pas le faire. Parce que vous savez, dans les entreprises, quand on affiche des raisons d'être et des valeurs sur les murs, en général, on ne les respecte pas. Et donc je fais très attention à ça. Mais par contre, il faut la faire vivre. Et c'est là que les choses parfois se compliquent, mais elles sont absolument essentielles. Lorsqu'une raison d'être est vraiment bien vécue, bien partagée, alors je vous assure que la performance de l'entreprise, que vous vouliez ou non, elle se développe toute seule. Mais pas n'importe quelle raison d'être. Et si je peux me permettre d'insister, je voudrais dire que ceux qui réfléchissent sur ce sujet-là doivent toujours avoir en tête qu'il y a dans la raison d'être plusieurs piliers qu'il ne faut jamais oublier. Le premier, c'est évidemment la question du client, la question de la technologie, la question de l'innovation. Évidemment, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Mais le second pilier, qui est juste aussi essentiel, qui est le pilier humain, qui est celui qui consiste à dire qu'il faut porter autant d'attention à ses collaborateurs qu'on apporte à ses clients. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Et lorsqu'on a créé la raison d'être de Michelin, je m'en souviens très bien, après ces 3 années absolument incroyables de débats dans le monde entier, qui faisaient que même les ouvriers chinois dans leurs usines travaillaient après les heures de travail pour la constituer. Imaginez-vous une chose pareille. Elle se résumait dans une phrase qui consiste à dire « nous voulons offrir à chacun une meilleure façon d'avancer ». Alors 3 ans pour ça, c'est peut-être aussi un peu long, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire évidemment la mobilité durable, ce que je retrouve chez Renault. Ça veut dire tout cela, ça veut dire la technologie, l'innovation, une entreprise formidable. Très bien. Mais ça veut dire aussi offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, c'est-à-dire un épanouissement dans sa vie du travail, et qu'il fallait faire attention autant à nos clients qu'à nos collaborateurs pour leur assurer un épanouissement dans la vie du travail. Tout est dit. La question du sens, la question du pourquoi je suis là, et comment est-ce qu'on s'occupe de moi, mais comment est-ce que je me développe, est-ce que je suis heureux. Toutes les questions dont se pose aujourd'hui, j'ai pu reparler au moment des assises du travail, dans le rapport que j'ai remis au gouvernement en avril, toutes ces questions de la distanciation au travail, tous ces sujets dont tout le monde envahit la presse d'articles et d'idées, tout se résume souvent à une question de recherche de sens, de reconnaissance, de dignité, de valeurs humaines, tout ce dont, mesdames et messieurs, ici dans cette salle, vous êtes les plus grands supporters. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question-là, et je crois que c'est central. J'ai entendu souvent cela, oui. D'ailleurs, en fait, vous savez, les entreprises à mission, je m'en sens un peu responsable parce que c'est effectivement à l'issue du rapport dont vous avez parlé que la législation française s'est emparée du concept. C'était d'ailleurs cocasse parce que, en faisant ce travail,
j'avais constaté avec Nicole Notac que la France était couverte de statuts et probablement un des pays où il y a le plus grand nombre de statuts possibles, partant des associations, aux fondations, aux entreprises, aux SAS, aux SARL, aux entreprises du secteur dit lucratif, non lucratif et tout. Vous ne les comptez plus tellement il y en a. C'était extraordinaire. Alors évidemment, dans ma candeur, je me disais, en petit industriel besogneux, on va peut-être simplifier tout ça, on va essayer d'en supprimer. J'en ai fini par en rajouter une. Voyez-vous ce que je veux dire ? Et donc cette entreprise à mission est arrivée parce que pour moi, elle faisait énormément de sens et elle était la façon de concrétiser sans contrainte, j'allais dire particulière, tout ce que je viens de vous dire par rapport à la raison d'être d'une entreprise. La mettre dans ses statuts, c'est un engagement fort et la faire vivre, c'est une responsabilité particulière. Tout le monde n'est pas obligé d'être entreprise à mission. Alors, quant à votre question, vous avez absolument raison. Le statut ne fait pas la vertu, c'est une évidence. Je crois qu'on pourrait désigner des entreprises à mission qui ne sont pas particulièrement vertueuses. C'est rare. On en connaît. C'est rare. Mais enfin, ça peut exister. L'inverse est aussi vrai. Les chefs d'entreprise qui veulent rentrer dans ce domaine-là prennent un engagement personnel très très fort et généralement c'est visible et les collaborateurs y sont très sensibles. Et il y a des choses merveilleuses qui sont faites dans ce domaine-là. Donc je suis assez content finalement d'avoir rajouté une couche invraisemblable à la quantité inouïe de statuts d'entreprise en France.